chers amis, chers compatriotes, concitoyens de la République démocratique du Congo, débat pour la nation aujourd'hui, spécialement avec deux professeurs, deux enseignants au niveau de l'université, enseignement supérieur et universitaire, professeur Norbert Yamba Yamba et professeur Yeni. Avec le deux, nous allons analyser sur un probable deuxième mandat du président de la République. C'est vrai que nous sommes en 2022, pas en 2023, une année préélectorale. On doit, étant que scientifique, étant que congolais, étant que élite, essayer de faire des projections si ça pourrait être possible, plausible pour le président de la République en 2023 de passer et pendant les élections, parce que nous sommes en train de prôner pour les organisations des élections dans les délais prévus par la Constitution. Nous allons sans doute revenir sur l'actualité de ce matin, un accident électrocution au niveau de Mongafula. On parle d'un câble haute tension détaché et plusieurs morts déjà, on signale en attendant les bilans officiels. Et je pense que nous allons revenir sur ça dans les prochaines émissions. Professeur Norbert Yamba Yamba, témoin oculaire de l'événement parce qu'il habite les quartiers, il va nous relater comment est-ce que ça se passe maintenant, la situation avec le professeur Yeni qui est des Tchangou, Kimbanse, que nous allons également voir la température, la tension au niveau des Kimbanse. Professeur Norbert Yamba Yamba, comment vous allez? Bienvenue dans le débat pour la nation. Merci pour l'invitation. Merci surtout d'avoir organisé ces débats avec le professeur Yeni. Le professeur au niveau de l'Université pédagogique nationale. Tout à fait. Et moi je pense que ça me fait énormément plaisir que je sois la première fois ici dans votre plateau. Espérons que nous allons débattre des questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions pour l'intérêt de la République. Exactement. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à cette première étape. D'accord. Professeur Norbert Yamba Yamba, avant de recevoir le professeur Yeni, vous habitez Mongafula. Aujourd'hui matin, électrocution. On parle d'un câble à haute tension qui serait détaché. Mais comment pourriez expliquer que cette situation puisse arriver en plein centre-ville? Quand même, Mongafula, c'est habitable. Est-ce compréhensif que nous puissions avoir ces genres de câbles juste au-dessus de la population? C'est vraiment dommage, ça montre un peu la léthargie. Non, j'allais dire la procrastination des institutions ou de certains services de l'État, en fait. Parce que, croyez-moi, il existe un certain nombre de normes. Même lorsqu'il faut construire, on va vous dire, lorsqu'il y a des pylônes de la SNEL, etc., il faut autant de mètres de distance, etc. Il me semble que cela n'a jamais été suivi. Deuxièmement, ce pylône passe par le marché de Matadi Kibala. Et c'est là justement que le problème s'est posé. Et alors maintenant, comme personne ne suit personne, personne ne demande à personne, tout se fait dans le cafouillage le plus total. Non seulement ces fils-là de haute tension, mais il faut voir d'autres fils secondaires qui sont toujours au-dessus des tôles et dans des agglomérations inestimables. Donc, moi je pense que c'est l'occasion, sincèrement, à la SNEL de pouvoir réfléchir un peu par rapport à sa manière de travailler. Il me semble que c'est comme si les gens ne sont pas suffisamment concentrés par rapport à ce qu'ils font, en fait. Parce qu'il y a une sorte... je reviens à la léthargie, quoi. Les gens sont dans la distraction la plus totale. Les gens sont préoccupés de l'argent. Mais la motivation pour faire le travail, ça pose problème, quoi. Les problèmes sont au niveau des dirigeants ou bien des dirigés? Ou bien les deux? Lorsqu'on parle des dirigeants, c'est-à-dire chacun a une portion de responsabilité. Certainement qu'à un moment donné, il y a une culture qui s'est installée. Cette culture s'est installée pendant 50 ans. Nous avons connu 32 ans de règne de Mobutu, qui était une dictature perfectionnée, mais quand même, il y a eu un minimum pour sauvegarder un certain nombre de choses. Et puis, bon, voilà, il y a les 22 ans, d'aucuns parlent des 18 ans, etc., où l'impunité n'était pas de mise. Les gens sont nommés dans les entreprises d'élite simplement par confiance, par relation, par copinage, par clientélisme, etc.
Et puis bon voilà, lorsqu'on arrive là-bas, il n'y a pas des suivis. Aujourd'hui, on parle de l'IGF qui fait le suivi financier et qui fait le suivi technique. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Il doit y avoir un lorsque mais bien entendu, et dans des sociétés organisées, à l'intérieur de la société civile, il y a des associations, par exemple, qui s'occupent de ces questions, des questions de l'électricité, qui disposent des ingénieurs compétents, etc., qui font le monitoring de l'action publique par rapport à ça. Et ça existe. Mais aujourd'hui, il me semble que chez nous, tel n'est pas le cas. Donc on est sur un terrain fertile, même des graines pourries germent bien. Ça a déploré parce que d'après ce que j'ai vu lorsque je devrais passer, ma voiture est restée là-bas parce que personne ne peut passer. Exactement. On était déjà à plus de 20 morts. Plus de 20 morts déjà. Plus de 20 morts. Personnellement en tout cas. Voilà, donc c'est gravissime. Et vous comprenez que ce qui a été compté, on ne sait jamais. Le reste, c'est parce que beaucoup de gens ont été électrocutés. Le gouverneur était là, plusieurs jours. Bon, le gouverneur était là, etc. Mais vous savez. Vous chutez. Bon, je vais laisser la parole. Moi, ça m'inquiète en fait. Je venais même de suivre une chaîne. Comment vous l'appelez? Une chaîne nationale là, qui est en train pratiquement de louer, je ne sais pas qui, le gouverneur, un travail efficace, etc. Et putain, après tout, c'est lui le responsable de la province, car tout étant des causes, tous les services qui sont opérationnels dans sa province sont à sa disposition. C'est ça la décentralisation dont nous parlons. Et même au niveau de la province, le service de la SNEL est un service déconcentré techniquement, décentralisé techniquement. En tout état de cause, le gouverneur a un droit de regard par rapport à ça. Et cet endroit-là aussi, plusieurs fois, couche chapeau à une dame, colonel, Madame Nelly, qui a toujours fait pour déplacer les gens à cet endroit-là. Les gens ne comprennent pas, au lieu d'aller au marché, etc. Et là, voilà, le scandale est arrivé à cause de la procrastination, la négligence dans la prise de décision, une sorte de non-rigueur qui ne justifie pas. Merci beaucoup, professeur Norbert Yamba. Professeur Yeni, bienvenue. Vous êtes professeur de Sciences Po au niveau des LUPEN, mais comment vous pourriez analyser les comportements des Kinois, des Congolais aujourd'hui? Apparemment, nous sommes un peuple naïf, un peuple qui ne sait pas réclamer, un peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits, parce que c'est de notre droit pour que les dirigeants nous protègent, mais apparemment, on reste là, on ne sait pas. Est-ce que le peuple sait lui-même que c'est pratiquement impossible qu'il soit exposé dans ces genres de dangers? Oui, merci pour la question. Je salue mon co-débatteur, je vous salue et pratiquement les techniciens et tous nos téléspectateurs. À cette question, laissez-moi un peu faire pratiquement l'anatomie de la situation et pourquoi pas de l'état en général. Cela me renvoie pratiquement à l'incapacité je dirais à l'inexistence, voire même je dirais à la quasi-inexistence de l'État en République démocratique du Congo. Le peuple dont vous dites qui doit être protégé par des dirigeants. Dans toute société, il y a l'élite. Il y a une élite gouvernante au pouvoir. Donc, il y a une élite. L'élite est censée éclairer, est censée pratiquement orienter, est censée, aujourd'hui, gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, juste gouverner, c'est organiser. Et la politique renvoie pratiquement à l'organisation de la cité. Nous parlons là, il y a un secteur très mal géré. Je dirais, moi je parle un peu le règne de Mobutu. Je dirais Kabila et Tshisekedi. Donc le de Kabila et Tshisekedi, c'est pratiquement l'urbanisation. Avec l'urbanisation sauvage que nous vivons aujourd'hui dans nos communes, prenez la commune de Mongafula, par là de la commune de Mongafula, prenez Matete, vous prenez Mongafula, Kisenso, Kimbantek et autres, sont des communes non urbanisées. Ce sont juste des chefs coutumiers qui vendent de terre, qui distribuent et vendent des espaces aux citoyens. Pendant qu'il semblerait que la loi dit ceci, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais cet État-là est absent lorsqu'il est question de vendre des espaces aux individus. Mais non. Vous avez pratiquement les câbles de haute tension de la SNEL.
en dessous de ces câbles-là, la population, en quête pratiquement d'espace vital, vient construire ses maisonnettes, tout ça. L'État n'est dit mot. L'État est censé pratiquement organiser. L'État n'est dit mot. Les gens, ils viennent quand même y habiter en complicité avec pratiquement les autorités de l'État. Parce que c'est eux aussi, des fois, qui octroient des titres aux propriétaires de parcelles. Aujourd'hui, il y a un problème. On nous dit juste Ngobila, on nous dit la SNEL, bien évidemment. Mais l'État est censé accompagner la SNEL. L'État est censé... Cette question-là est aujourd'hui généralisée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Allez en télé. Tout au long du boulevard, vous trouverez juste des câbles de la SNEL. Il y a des maisons, même des maisons en étage, construites tout au long pratiquement du boulevard, en deçà juste de ces câbles-là. Ça pose problème. Je ne sais pas quel est le rôle de notre ministre de l'urbanisme. D'abord, c'est une question de quoi sur le plan national et sur le plan provincial. Quel est le rôle du gouvernement provincial? Et cela me renvoie parce que on le place de dire toujours les 18 ans, 22 ans passés, mais que fait le gouvernement actuel? Et apparemment, le gouvernement, le régime, tu sais qu'il dit, essaie voir la médiocrité plus ailleurs que dans sa gestion. Aujourd'hui, depuis que ce régime est là, qu'est-ce que ce régime a déjà organisé? Et je me dis, l'avenir est sombre. L'avenir est sombre. Donc demain, peut-être cette situation ne va même pas nous enseigner et à comment réorganiser notre espace. Or, nous sommes dans un pays où il y a des espaces vides, où on peut encore désengorger la ville en essayant de construire ailleurs. La ville de Kinshasa est vaste. Donc pour parler de Kinshasa est vaste. Il y a d'espaces verts. Beaucoup d'espaces verts. Vous allez à Maluku. On peut pratiquement construire et désengorger cette partie. Là où les gens vivent dans la promiscuité la plus criante, en cas même de pandémie ou de maladie aujourd'hui. Donc les gens seront affectés parce que les gens vivent dans la promiscuité. Aujourd'hui, vous commencez à vendre des petites parcelles, un quart, en demi. Donc aujourd'hui, vous morcelez des parcelles et ça pose problème. Merci beaucoup, professeur Yeni. Pour votre information, le gouverneur de la ville a convoqué une réunion d'urgence pour essayer d'analyser cette situation et également prendre en charge les corps de ces victimes. On parlerait déjà de plus de 25 morts, mais ça serait mieux de prévenir et que de guérir. Alors, nous prenons le professeur Norbert Yamba. Nous entrons dans les vifs de ces sujets. Nous allons parler maintenant d'un probable deuxième mandat du président de la République. Avec toute la situation que la population vit actuellement, professeur Norbert Yamba, vous vivez avec la population. Nous allons essayer un peu de brosser quelques secteurs. La première question, je sais que vous allez analyser d'abord. D'après vos analyses, professeur Norbert Yamba, comment vous pourriez décrire plutôt la situation à travers la République démocratique du Congo? Est-ce nous sommes dans les bons ou bien nous tergiversons ou soit nous reculons? Dans un premier temps, j'aurais aimé en fait, parce que nous faisons un débat scientifique où nous portons des couleurs politiques. Moi, je suis de l'IDPS. J'aurais souhaité... Il est de la Mouka. Voilà, donc c'est très important de préciser à l'opinion cet état de choses. Deuxièmement, le professeur de Sciences Po semble dire qu'il faut laisser Mobutu, il faut voir Kabila et Tshisekedi. Mais lorsqu'on veut faire véritablement une analyse rigoriste, il faut construire une approche séquentielle. Et c'est-à-dire c'est-à-dire voir comment les événements se sont succédés, parce qu'ils tablent sur l'organisation, et voir si les types d'organisation mobutistes n'a pas un impact ou une incidence par rapport à la situation d'aujourd'hui. Écarter Mobutu, c'est réduire la performance et l'efficacité et l'efficience de son raisonnement. Cependant, mais je note toutes ces agglomérations aujourd'hui qui font défaut, dont il a qualifié d'urbanisation galopante,
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Toutes les communes périphériques ont été créées en 1968, y compris la commune de Mongafula. Vous imaginez? Oui, c'est depuis Mobutu. 68. Donc les désordres ont commencé depuis Mobutu. Les désordres ont commencé depuis Mobutu. Et Kabila est arrivé. Les quelques rares espaces verts, je suis aussi environnementaliste. Exactement, j'ai ça. Et les espaces verts ont été démolis, déconstruits par Tshisekedi. Ça a une histoire. Non seulement à l'époque du maréchal, vous savez comment ils se sont partagés des différentes concessions à travers cette ville. Moutantis pour toutes les provinces, c'est évident. En s'entendant avec les chefs coutumiers. Une réglementation qui n'est pas conforme par rapport à la législation forestière, foncière, etc. Et c'est depuis cette époque-là, que les choses se sont dégradées. Urbanisation, rien ne marche dans les mondes ruraux, il y a migration, c'est pas des gens vers la ville, etc., qui deviennent finalement toute une armée de chômeurs de luxe. Alors, ça c'est un problème de société. Ouais. Tshisekedi vient d'arriver. Il a trouvé qu'il y a eu un couronnement. Ce que Mobutu a commencé, finalement a été emboîté par le régime Kabila. Et puis finalement aujourd'hui, les choses sont telles qu'on est vraiment dans un trou béant. Alors, Tshisekedi vient d'arriver. Et là aussi, lorsqu'il faut vraiment apprécier Tshisekedi, il faut en rentrer dans une approche aussi séquentielle. On ne peut pas tirer une conclusion non concluante lorsqu'on globalise les résultats. Ah non. Alors c'est manquer d'intelligence par rapport à la pertinence scientifique que chacun de nous doit pouvoir porter. Tshisekedi arrive au pouvoir le 24 janvier 2019. Il met en place un programme de 100 jours en mars 2019 et ce programme s'arrête en novembre 2019. C'est que probablement 7 mois. Et ce programme-là, lorsque vous voyez le traitement, la vitesse de traitement des dossiers, les différentes réalisations, certainement que quelqu'un va dire de mauvaise foi, qu'il y a eu détournement, etc. Pour une fois, au moins dans un système, on sait voir qui détourne quoi et qui peut l'interpeller par rapport à ces détournements. Mais en réalité, lorsqu'on fait la comptabilité, on réalise qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant, n'est-ce pas, le 100 jours. Vient la reprise avec Ilunkamba, qui est un premier ministre ici d'un allié FCC à l'époque. Et dans le partage de postes, FCC c'est 65% des postes et l'IDPS c'est 35%, avec les alliés bien entendu. Dis-moi, au nom de la loi de la majorité statistique, comment les décisions se prenaient. Et vous avez vu à un moment donné, même au niveau du Conseil des ministres, des résolutions du Conseil des ministres, au lieu d'être rendues opérationnelles, elles sont remises en question naturellement par les ministres, qui venaient véritablement d'un autre camp. Un allié qui devient un rival. Et quand on ne comptabilise pas toutes ces différentes périodes, et qu'on veut tirer sur quelqu'un pour dire le régime Tshisekedi, ne se posant même pas de questions sur la Constitution, qui vous dit que c'est le Premier ministre qui est redevable vis-à-vis du Parlement. Et même s'il y a concertation entre les deux, et on veut faire croire que c'est Tshisekedi qui a deux arrêts, moi j'ai dit non. Et puis, je termine par là, parce que la troisième séquence, c'est la séquence de Samalunkone, qui est une équipe loyale. Et il faut voir comment les choses sont en train d'avancer. Donc, moi je pense que il va falloir que le débat soit serein, rigoriste, scientifiquement, de manière que nous puissions servir la société. Parce que les débats que nous entendons ici sont plus pour la plupart des pseudo-chercheurs politisés. Et donc ça ne donne pas la possibilité à des offres. Et j'ai beaucoup aimé lorsqu'ils parlent de décongestionnement de la ville. Là, il y a une proposition. Parce que la ville de Kinshasa a 9665 km². Et l'intensité de la population, la densité
c'est 22% seulement. Et donc à l'Est, il reste plus de 75%. Merci. Et on a besoin véritablement qu'on puisse créer plusieurs villes. Et ça va véritablement décongestionner la ville. Merci beaucoup. Vous venez là de suivre le professeur Norbert Yamba, qui dit en d'autres mots qu'on ne doit pas être de manière un peu très stricte à l'égard du président de la République, parce qu'il y avait certains blocages. Le président l'a si bien dit également lors de la rupture de la coalition FCC-Cash. Kabila avait sa part. Beaucoup de décisions étaient bloquées, même en plein conseil des ministres. Je prends le professeur Yeni. Vous pensez qu'on doit essayer un peu de prêter des excuses au président de la République pendant ces 3 années? Bon, juste, en fait, gérer, je disais, c'est prévoir. Et puis, en sciences politiques aujourd'hui, nous définissons la politique comme étant l'art de l'impossible. L'art de l'impossible. L'art de l'impossible, juste pour donner des solutions aux problèmes de la société. Là où la population imagine qu'il n'y a pas de solution, le politique, en arrivant, est là pour inventer. C'est là où juste intervient l'intelligibilité créatrice, l'inventivité de l'homme, juste de l'élite, donc de l'élite gouvernante. Parler de Tshisekedi. D'abord, je ne sais pas quelle est réellement la vision de ce régime, parce que jusqu'à présent, le régime est en train de tâtonner. Et apparemment, moi je me dis toujours, lorsque je fais une analyse factuelle de la situation aujourd'hui, donc du régime, depuis son entrée jusqu'à présent, je me dis, le régime n'a pas de vision. Il navigue à vue. Oui, vous parlez aujourd'hui de quoi? De 100 jours. Nous parlons de 100 jours. Tshisekedi arrive au pouvoir. Quelques jours après, son directeur de cabinet va réunir les différents services et enfin d'essayer un peu de mettre en place un programme sans tenir compte que le Messier, aujourd'hui, on est élu sur base d'un discours programme. C'est ce discours-là qui est mis en application une fois. De régime. Et après, il y a eu les Gelou, zéro trou, multiples projets. Mais on ne sent pas vraiment de la cohérence dans l'action de ce régime. En parlant de 100 jours et différents projets, récemment, on vient de nous parler de Chile Gelou où un conseiller a détourné 14 millions. En parlant du conseiller, c'est là... Autre chose, c'est une 14 millions, on dit 3 millions. 3 millions, 14 millions, 1 million, cela nous renvoie à un gouvernement parallèle. Au niveau de la présidence de la République. Donc des conseillers, c'est la supervision. La supervision. Allez-y lire pratiquement notre constitution. Vous allez vous rendre compte que les conseillers n'ont pas ces droits-là de piloter, de coordonner, de gérer le projet. Ni de superviser. J'ai dit gérer les projets, mais lorsque vous commencez à détourner de l'argent, il n'est pas le premier. Vous avez des preuves qu'il y a eu détournement dans... Il n'est pas le premier. Le chef de l'État lui-même, je crois bien, a tenu des propos incriminants, pratiquement ces conseils-là. Au-delà de cela, nous sommes dans un régime présidentialiste.
dans ce régime, en parlant pratiquement du Conseil de ministres qui est un cadre stratégique de l'action gouvernementale, le président convoque et préside les conseils des ministres. Il convoque et préside. Lorsqu'il convoque et préside, bien évidemment, on dit juste le Premier ministre, c'est lui qui est redevable en fait, devant le Parlement, qui est responsable devant le Parlement. Le président l'est devant le peuple parce qu'il a été élu au suffrage universel directement. Non, je dirais ceci. Je crois bien l'esprit de notre constitution. Ça, c'est une constitution d'abord de Belgeron, élaborée sur fond pratiquement de conflits entre des camps, les camps Jean-Pierre Pemba et les camps, tu sais, les camps Kabila. Le Des Baptiste disait, après ici, si l'un de nous remportait les élections, devenait président, comment contrôler le gouvernement? C'est cet esprit-là. Oui, donc c'est cette logique-là qui nous anime aujourd'hui. Voilà pourquoi, lorsque vous analysez, même dans la pratique, surtout dans la pratique aujourd'hui africaine, parce que tout le régime africain semi-présidentiel ou manchant sont aujourd'hui s'inscrivent dans le présidentialisme, où il y a une certaine personnalisation des pouvoirs, comme nous vivons aujourd'hui. Professeur Yeni, je reviens à vous, oui. À entendre parler les professeurs Yeni, apparemment on ne doit pas excuser les présidents de la République, ils seraient les seuls responsables, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'harmonisation. Je ne sais pas comment est-ce que vous pourriez dire, professeur Norbert Yamba, nous sommes déjà 3 ans en temps vers, c'est la 4e année, en temps vers la 5e année. Est-ce que si ça pourrait continuer cette désharmonie ou soit cette désharmonisation des projets au niveau, soit même de la vision du président de la République, vous pensez que nous pourrions en tout cas avoir un pays un peu développé, si pas émergent, d'ici 2023? Je vais répondre à cette question. Mais un conseil gratuit. Professeur Yeni, vous savez, lorsqu'il y a une déclaration solennelle de donner ces étiquettes sur la place publique, c'est qu'on mérite respect et considération, et il faut donc construire une cohérence mathématique par rapport à ce que vous dites. La cohérence mathématique suppose que vous avez des thèmes pour lesquels vous abordez et vous appréciez, et vous y allez graduellement pour éclairer la lanterne de l'opinion. Il me semble que j'ai trouvé de méli-mélo dans ce que vous dites. Tantôt vous dites que la politique c'est l'art, et j'adore naturellement, encore qu'il faut éviter la récitation. À un certain niveau, il faut sortir de l'écosystème politique de répétition, mais aborder les choses comme quelqu'un qui a une tâche qui veut éclairer la société pour redresser la situation. Il me semble c'est un défi encore à réaliser. Cependant, vous parlez tantôt de la vision, il n'y a pas de vision. On est dans la guéguerre du débat des caniveaux. Tu vois, alors, entre-temps, des scientifiques sur la table. La vision, c'est un débat des caniveaux, professeur. Écoute, il ne démontre pas. Il ne démontre pas. Il n'y a pas de vision. Qu'est-ce que lui appelle vision? Lui qui a fait les Sciences Po. Qu'est-ce que lui appelle la vision? Il faut sortir de l'approche notionnelle. C'est ce qui a détruit le système éducatif de notre pays. Les théories. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vision. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme vision dans une société? C'est donc, on analyse les différents problèmes qui se posent dans la société. Et on s'est dit qu'en ayant tel délai, que ce soit court-termiste, moyen-termiste ou long-termiste, je voudrais que les bénéficiaires potentiels de mon action puissent avoir tel ou tel avantage, etc. Et c'est là qu'on court, on utilise naturellement un certain nombre de projets pour arriver véritablement à ce qu'on est en train de viser. L'UDPS a comme référence thématique de son action publique le peuple d'abord. Ça veut dire le peuple au début et à la fin de toute action. C'est une vision. Donc la vision de l'UDPS du président, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Non, écoutez, il ne faut pas aller dans un système de répétition. Ah, d'accord. Vous avez affaire à un esprit supérieur qui vous parle. Éclairer l'opinion. Voilà, donc je suis en train de vous dire que le peuple d'abord, ça veut dire quoi? Allons-y, ça veut dire
en amont comme en aval, l'unité de mesure, c'est la population. Et donc, tout ce que nous allons devoir travailler dans les différents secteurs de la vie vont concourir. J'ai dit, tout ce qu'on aura posé comme acte va concourir à l'amélioration des conditions des citoyens. Et donc, au lieu que ça soit une préoccupation personnelle, individuelle, mais c'est une préoccupation, moi je m'ignore, pour l'intérêt public, pour l'intérêt de la population. C'est ça la vision. C'est que très clairement, lorsqu'on engage des actions, on va se retrouver dans une société égalitaire, on va se retrouver dans une société de justice, on va se retrouver dans une société où les citoyens, n'est-ce pas, sont capables de satisfaire leurs intérêts, leurs besoins, etc. C'est ça la vision. Et pour arriver, la question de l'eau, on met en place un projet. La question de l'électricité, on met en place un projet. La question de route, on met en place. Et tous ces projets-là, c'est un ensemble de réponses aux problèmes qui se posent, mais qui concourent à la réalisation de la vision. Et la vision, c'est la transformation des citoyens qui sont bénéficiaires potentiels de l'action publique. C'est ça ce que cela veut dire. Alors maintenant, on dit non, on n'a pas de vision. Et tantôt on dit Tchilou Djelou, 100 jours, etc. Je ne peux pas douter quand quelqu'un qui a fait les Sciences Po sait ce que c'est un projet. Mais chaque projet a ce qu'on appelle le timing, la durée et le coût correspondant. Exactement. Et j'ai pas aimé quand le professeur qui doit défendre sa notoriété et sa crédibilité avance des chiffres qui frisent un peu les cantations. Non, j'allais dire de l'imposture. C'est pas normal. Lorsqu'il dit que on a détourné le projet chez le Zélou, 14 millions, heureusement que vous l'avez recadré. Il doit avoir des chiffres réels. On ne va pas balancer des choses sur la place publique lorsqu'on n'est pas rassuré de ce qu'on dit. Et puis plus grave encore, il dit non, mais ils ont détourné. Au moment où le financier, que le FPI vous dit qu'il n'a jamais été question que ces montants soient libérés. Et le montant libéré est en proportion de 3 millions et quelques. Voilà. Et dans ces 3 millions et quelques, il existe un certain nombre de choses réalisées. Il y a aussi des manquettes pour réaliser les autres. Parce que le projet n'est même pas terminé. Alors le projet n'est pas terminé, vous tirez une conclusion non concluante pour dire, voilà, on a détourné. Arrêtez. Et puis, il n'y a aucune institution à tester. Mais c'est le député Ngoï Kassanji qui a alerté sur ces détournements. Ce n'est pas le mono. Il n'a pas la... Est-ce qu'il a fait une évaluation? Est-ce qu'il a fait l'audit? Il a fait... Les déclarations politiques, c'est un peu comme il est en train de dire là. Ce sont des déclarations politiques, surtout à la Zaïroise. Mais c'est quand même, ça vient des députés. Eh bien, un député, c'est une personne humaine. Il faut qu'il ait la technique. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites déclaration, vous savez, les gens se sont amusés. Hein. Heureusement, le professeur l'a dit. Hein. On s'amuse à dire des choses parce qu'on a peut-être un diplôme, mais la politique, c'est toute une science et un art. Hein. C'est très important. Et surtout une technique. Et la technique ne se négocie pas. Lorsqu'on prend la responsabilité de balancer des choses pour lesquelles on n'a aucune maîtrise, c'est un danger public. Et là, on fonctionne dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Et ce n'est pas normal. Et c'est ça, justement, les gens dans notre pays. Donc, pour le professeur Norbert Yamba, les régimes ne naviguent pas vus. Non. Il y a toute une vision. Il y a toute une vision, mais nous avons été court-circuités tout au long du cheminement. Les 100 jours, c'était 7 mois. Certes, nous avions les commandes. Nous avons réalisé ce que nous pouvions réaliser, mais il y a eu des douleurs d'enfantement, certainement. On a traversé la zone des turbulences. On est arrivé à une coalition qui a passé 2 ans. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir les commandes Total avec le gouvernement Samalou Kondé, 6 mois. Et donc, il faut toujours faire des appréciations en fonction de ces différentes séquences périodiques. Merci beaucoup, professeur Norbert Yamba. Les premiers ministres Samalou Kondé compatit également avec les familles éprouvées au niveau des Bongafoula. Professeur Yeni, le professeur Norbert dit clairement que selon ses propos, le peuple doit espérer parce qu'il y a une vision, on ne navigue pas à vue. Il dit le contraire de ce que vous balancez. D'abord, tout ce qu'il dit nous renvoie à une faiblesse de leadership. Mais je vais encore répéter que ce régime n'a pas de vision. Je répète. Lorsque vous dites que il faut évaluer la situation,
élaborer des projets et répondre aux problèmes de la population. Oui. Mais quand est-ce que cela se fait? Cela se fait avant d'arriver au pouvoir. C'est fait en amont. En amont. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous venez lors des campagnes électorales, les différents candidats présentent leurs projets, donc leur vision à la société, à la population. Moi, je suis Monsieur X. C'est que je compte faire de mon pays. Je vais faire juste de mon pays, comme nous disait un candidat ici, ceux qui sont au pouvoir, l'Allemagne d'Afrique. D'Afrique, oui. Ok, l'Allemagne d'Afrique. Quels sont les éléments, quels sont les éléments de votre juste pour matérialiser cela? Vous nous donnez juste des éléments. On dit, ok, c'est monsieur, peut-être sa vision ou son programme semble être ambitieux. Nous y adhérons. Comme on adhère son programme, cela s'exprime pratiquement par le ZIRN. Ouais. Mais c'est curieux de voir un régime qui arrive au pouvoir. C'est pendant le pouvoir que vous allez tout faire, évaluer et puis dis-nous. Lorsque vous dites ici la vision du régime, c'est le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord, c'est de créer une société égalitaire. Je vous dirais juste là, j'ai dit à mon co-débatteur, cette société-là est utopique. Parce que, oui, ça sont des théories très dépassées, largement dépassées. Parce que ça nous renvoie encore à Karl Marx. Allons-y. Ça nous renvoie à Karl Marx. Une société utopique, ça c'est relevé debout. La société égalitaire, mais je ne sais pas, où en sommes-nous là? On est où? Si l'URSS a disparu, le communisme aujourd'hui a perdu son essence, et vous nous dites que vous allez créer une société égalitaire où régnerait la justice, je ne sais pas moi quoi, pendant que ce régime nous a habitués à des inégalités. Lorsque... Lesquelles ces inégalités? Ces inégalités. Mais aujourd'hui, je crois bien, ce n'est plus à démontrer. Quand vous prenez les conseillers, l'élite, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui vivent pratiquement au ciel, et ce peuple atomisé par la pauvreté, vous voulez quoi encore que l'on puisse vous démontrer? Quand les Koulounes en cravate sont libérés, Makala est vide, ils sont arrêtés demain, libérés. Quand Etienne Longonjo peut pratiquement visiter Makala pour quelques jours et rentrer. La liberté, c'est la règle, en tout cas. La liberté, c'est la règle, et la détention, c'est l'exception. Mais juste quand le régime nous a habitués à des gens qui détournent sans être pratiquement, je dirais, punis. Et vous dites que ça, c'est une société égalitaire. Et la société égalitaire, papa, ceux qui nous suivent, je crois bien, même quand nos étudiants nous suivent, quelqu'un parlait de la société égalitaire, je me dis, ça c'est nous renvoyer encore vraiment en arrière, parce que les hypothèses avancées par certaines théories, les hypothèses avancées par certains théoriciens, même, je dirais, se sont pratiquement révélées improductive, et aujourd'hui la science a déjà dépassé ces stades. Nous sommes aujourd'hui dans la phase, je dirais, digitale de la société, dans la phase néocapitaliste de la vie, dans cette phase où il y a pratiquement marchandisation de tout. Vous nous dites, je ne sais pas, même quand vous prenez le juriste le plus aguerri, ils vous diront, même les juristes le plus aguerris qui peuvent encore relever une telle société, mais ils vous diront dans leurs analyses, cela ne peut pas être aujourd'hui avancé comme vision, parce que ça c'est nous ramener encore dans l'utopie. Nous parlons de ces régimes. Vous dites ce régime, bon, lorsque vous parlez, s'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît, vous aurez à recadrer. S'il vous plaît, parce qu'on veut nous faire croire que parler de il faut bercer le régime, pendant que le régime s'inscrit dans, bon, je dirais, dans la délinquance politique, parce que je crois bien le rapport de la commission de l'IDPS sur Jean-Marc Kabound, le vice-président,
qui nous atteste que Jean-Marc Aboun est un délinquant politique présenté hier comme étant le dépositaire, les gardiens du temple, les héros vivants. Aujourd'hui, les héros vivants deviennent délinquants. Quand vous prenez, vous corroborez encore avec les propos du député Delis Sanga qui a qualifié son président de délinquant, de voyou. J'ai dit aujourd'hui, quand vous prenez d'accord qui a parlé de la sociologie de l'élite délinquante, vous analysez les hypothèses avancées par ces chercheurs, tu t'es dit une analyse factuelle peut nous ramener à dire que ces hypothèses se révèlent encore plausibles et je dirais peuvent se révéler vraies dans la société qui est la nôtre. Merci beaucoup, professeur Yeni. Les débats à un niveau, en tout cas, j'espère que si vous êtes étudiant, écrivez. Si vous êtes également analyste ordinaire, écrivez en tout cas, parce que les niveaux sont tellement élevés. Professeur Yamba, et qu'est-ce que vous pourriez dire à la population et quels sont les secteurs qui marchent bien depuis l'avènement du président de la République, et sur base de ça, les peuples pourraient donner un autre mandat au président de la République? Quels sont ces secteurs qui marchent bien? Merci bien. Avant de répondre à cette question, je voudrais insister auprès du professeur Yeni, qui est mon jeune frère, c'est possible, c'est pas mon fils, qu'il doit faire beaucoup d'efforts pour qu'il soit le modèle et référentiel de ses étudiants. Vous pensez qu'il n'y est pas? Et là, il y a des choses. Il a affaire à un homme qui est sacré. Un homme qui ne parle pas seulement science, mais qui s'est puisé dans une énergie qui n'a pas la maîtrise. Lorsque lui dit que le président, il a dit qu'il veut faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, ça s'appelle l'ambition. Les grands hommes aujourd'hui, professeur Yeni, sont des gens qui travaillent dans l'utopie, qui travaillent pour aller vers l'inconnu et qui systématisent le processus pour avoir des résultats. Et donc il faut viser, il faut projeter. On veut devenir comme l'Allemagne, qui aujourd'hui c'est la plus grande puissance économique, n'est-ce pas, de l'Europe. Je m'excuse beaucoup. Et donc c'est une ambition. Il faut avoir l'ambition. Il dit que les ambitions, c'est en amont, professeur. Mais écoute, les ambitions... Pas pendant la gestion. Non, mais c'est là justement que je voudrais les recadrer. Allons-y, professeur. Les ambitions en amont. Mais chaque parti politique a un projet de société. Les différents partis politiques qui sont opérationnels au Congo, ils ont fait copier-coller des projets de société de l'UDPS. Il n'y en avait pas. La référence était l'UDPS. Ça, c'est la première chose. Et les professeurs veulent confondre là, un programme et un projet de société. Ce sont deux choses différentes. C'est différent. Non, s'il vous plaît, je parle des discours programmes. Non, là, ça ne passe pas. Non, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je parlais des discours programmes. Peut-être dans vos convictions. Non, je ne suis pas là. S'il vous plaît. Moi, ne m'amenez pas là-bas. Écrivez, professeur. Alors, je prends son terme, discours programme. Mais c'est un programme. Un programme, ça veut dire quoi? C'est un système de problèmes correspondant à un système de solutions. On fait l'inventaire des problèmes, on les hiérarchise, on les priorise et on cherche des solutions et on donne un coût qu'on appelle le budget. Et si vous vous rappelez, le président Félix Tshisekedi à l'hôtel qui se trouve à la gare centrale, Béatrice, le premier candidat qui a présenté son programme, c'était Félix Antoine Tshisekedi. Et dans ce programme, c'est très clair, dans les 10 ans, 86 milliards. Et il dit que ça, ce sont des données que nous avons pour l'instant. Mais dès qu'on sera là, on va connaître d'autres réalités. Et on pourrait aller vers le réagissement. C'est ce qu'il a dit. Et il a pris toutes ces précautions pour donner toutes ces hypothèses. Et les professeurs, qui étaient scientifiques, devaient faire attention à cela pour normaliser, n'est-ce pas, sa thèse. Je voudrais également dire que, professeur, s'il te plaît, chaque concept est polysémique. Prof,
il faut savoir que quand on utilise un concept, il faut le contextualiser. Je peux dire ta maman. C'est possible que je suis en train d'injurier ta maman. Et l'autre sens, c'est dire, j'ai dit que ta mère là, ta maman là. Et donc, quand on utilise un concept, il faut le replacer dans son contexte contextualisé. Je parle de société égalitaire, je parle de l'équité, je parle de l'équité, professeur. C'est la société égalitaire. Écrivez, professeur. Attendez. Je parle de l'équité. Aucune société ne paie l'égalité des chances, prof. Ça existe. Égalité des chances civiques, quoi. Le paysan doit continuer à faire sa vie de paysan, mais il faut qu'il tire le bénéfice autour véritablement de son travail. Le professeur doit vivre de son travail. Le journaliste doit vivre son travail. Le journaliste ne sera pas la même chose que le président de la République ou le ministre. Chacun qui est opérationnel dans un pays a tous les droits, a l'égalité des chances d'évoluer et de réaliser ses performances. C'est ce que je voulais dire, prof. Alors lorsque vous ne voulez pas, vous prenez les concepts dans la répétition. Karl Marx, écoutez, ce sont des idées essoufflées. Il dit que c'est révolu. Non, mais écoute-moi, je ne parle pas de Karl Marx. Nous, on invente nos propres idées aujourd'hui, hein. Nous, on invente nos propres théories aujourd'hui, hein. Lesquelles? Nous sommes pas... Attention. Si tu veux faire avec moi un débat, on va aller plus loin. Parce que vous êtes bloqué avec vos petites théories des sciences politiques qui sont démodées complètement. Mais qu'est-ce que vous avancez comme théorie? Qu'est-ce que vous avancez comme théorie? Vous parlez de Karl Marx. Moi, je ne parle pas de Karl Marx. Une expérience déjà essoufflée. Une expérience dépassée, une expérience qui n'a pas donné de leçons ni de conclusions chez nous. Je ne peux pas parler de Karl Marx. Moi, je ne suis pas dans la logique des gens qui répètent les idées des autres. Moi, je ne suis pas dans la logique des scientifiques qui grimpent sur les idées des autres. J'ai parlé des deux secteurs, professeur. Alors maintenant, les secteurs. Que la population pourrait donner un deuxième mandat au président. Et il faut toujours lire avant de venir, hein. Tu parles de Etienne Longonjo, c'est pas Etienne Longonjo, c'est Etienne Longonjo. Il est parmi les anciens. Son nom mais m'importe pas. Il est parmi les anciens. Son nom m'importe pas. C'est très important. C'est pour vous dire qu'il faut être rigoureux. Il faut être rigoriste. Parce que un tel nom n'a pas assez d'importance. Un tel nom n'a pas assez d'importance. Ah non, c'est très important. Un tel nom n'a pas assez d'importance. Vous ne dites rien si vous n'avez pas vérifié avant. Donc, quels sont les vous n'êtes pas n'importe qui. Son nom n'a pas d'importance, surtout Etienne Longondola. Allons-y. Quels sont les deux secteurs? Et puis bon, il entre dans le méli-mélo. Au lieu de comprendre ce que je lui ai dit avant, pour éviter la distraction survolée, et puis il dit, bon, la délinquance financière, la délinquance de ceci, etc. Bien, arrêtez des conneries, quoi. Nous ne sommes pas dans la délinquance. Félix Tshisekedi a pris un certain nombre de dispositions. La première disposition, c'est justement la sécurité de ce pays. Pendant 20 ans, la sécurité à l'Est, avec autant de militaires investis, mais qui n'ont pas fait grand-chose. Il a multiplié le nombre de militaires. Il a multiplié les moyens disponibles. Il a requinqué cette armée. Aujourd'hui, on a touché les rebelles au cœur de leur action. Je pense que la sécurité marche. Mais écoute, la sécurité... Mais écoutez, mon cher ami, on est parti de quelque part. Et c'est comme ça que lorsqu'on fait un débat de scientifique, il faut savoir comptabiliser des statistiques à l'appui pour savoir quelle est la fréquence des attaques aujourd'hui par rapport au passé. C'est très important, mon ami. Aujourd'hui, on est en train d'arrêter. On voit les gens. On a parlé d'ADF, on n'a jamais arrêté. On est en train de le voir, mon cher ami. Et vous savez, Gramik, et c'est là justement que je demande à mon professeur, qu'aujourd'hui, il y a une tendance à la remise, à la restauration de la guerre froide. Et la restauration de la guerre froide est alimentée par les multinationales. Et vous savez que le Congo est dans le viseur des multinationales à travers le monde aujourd'hui. Parce qu'il y a une guerre entre l'Occident et l'Orient. Et le Congo, notre pays, dans le viseur, parce que la planification de la balkanisation, c'est pas seulement le Congo, il y a le Nigeria. C'est pas seulement le Nigeria, il y a l'Angola avec Kabila. C'est pas, il y a le Sénégal avec Casamance. Vous voyez? Donc, il y a le Mali, 3 États. Le Congo, 5 États. Ne pas être suffisamment informé de toutes ces questions, vous ne pouvez pas faire une analyse sérieuse. Et donc, la sécurité, que je cite, vous allez lui donner le temps. Alors, la sécurité. Après la sécurité, Après la sécurité,
parce que nous avons des attributs de souveraineté. La question de l'éducation. L'éducation. 6 millions d'enfants aujourd'hui sont allés à l'école. Quelqu'un va me dire, écoutez, quelle est la qualité, etc. Écoutez, quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Alors maintenant, lorsqu'on est un bon manager, parce qu'il parle trop de leadership, le leadership est différent des leaders. Peut-être on va engager véritablement ce débat. Le leadership est différent des leaders. Oui, c'est différent des leaders. Et alors, un vrai leadership, comme celui de Félix Tshisekedi, il a appliqué, opérationnalisé l'article 43 de la Constitution, et 6 millions d'enfants sont à l'école. Aujourd'hui, et je m'excuse beaucoup, ces enfants, certes, le nombre est plus élevé que les infrastructures qui ont été mises en place, raison pour laquelle vous avez, dans le projet de 145 territoires, etc., il y a 1300 écoles prévues. Vous gardez le souffle, professeur. Je reviens. 1300 écoles, c'est justement pour améliorer les conditions. Encore que je ne parle pas des enseignants, 22 000 qui étaient de nouvelles unités, qui sont aujourd'hui payés régulièrement, etc. Il n'y a pas que ça, la santé. Allez à Mamayem, ici, à l'hôpital. Merci beaucoup. L'alimentation, je vais faire un développement. Exactement, professeur. Vous gardez le souffle, je reviens à vous. Professeur Yeni, professeur Yambaemba, c'est plusieurs secteurs. Il commence par la sécurité, il prend l'éducation, il prend la santé, l'alimentation. Apparemment, ça marche, hein? L'énergie. L'énergie également. S'il vous plaît, soyons... parlons un peu d'abord de ce que le professeur Yambaemba a dit ici, égalité des chances, équité, et il veut juste nous ramener à la société égalitaire. S'il vous plaît, chaque discipline a ses réalités. Chaque discipline a pratiquement son champ opérationnel ou conceptuel. Moi, je pense que chez nous, on ne peut pas parler de la société égalitaire lorsque vous évoquez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va y aller. S'il vous plaît. Il ne faut pas juste, faut pas nous amener. Non. Ces concepts-là pour nous, c'est très important. On ne veut pas que chaque concept est polysémique. Même si les concepts sont polysémiques, je vous dis, il y a toujours une certaine essence à chaque concept. S'il vous plaît, faut pas nous amener. Et quand vous dites que vous avez inventé quoi? Parce que très souvent, nous Congolais, on veut construire un raisonnement utopique, irréaliste, face pratiquement aux problèmes peut-être que l'on ne sait pas vraiment proposer des solutions efficaces. Et aujourd'hui, il est passé au pouvoir. Bon, mais parler de la sécurité, de tout ce que vous venez juste d'avancer ici, moi je pense que l'UDPS devient un problème pour ce pays. L'UDPS devient un problème réellement pour... Non, c'est une maladie de la nation. En tout cas, ça devient un problème pour ce pays. Quand j'ai devant moi l'un pratiquement, je dirais, de défenseur de l'UDPS, non, tu me dis, c'est pas défenseur. Tu me dis, de l'UDPS, je ne suis pas défenseur de l'UDPS. Je ne défends pas comme vous parce que peut-être vous allez. Merci beaucoup, professeur, pour la précision. Il n'est pas défenseur de l'UDPS. Bon, défenseur de l'UDPS. De l'UDPS. Et ça fait 37 ans aujourd'hui. 37 ans. 37 ans, apparemment, votre élite ne se traduit pas pratiquement à l'amélioration de la société. Vous êtes là, ça fait 37 ans. Mais vous nous ramenez. Mais non, élevez les débats. La politique nous ramène à l'amélioration pratiquement des conditions de nos citoyens. Il ne faut pas nous dire des histoires que vous ne maîtrisez pas. Non, pourquoi ça? Pourquoi juste vous allez nous amener dans... Non. Papa, s'il vous plaît, ne confondez pas le champ politique et le champ des pouvoirs. Aujourd'hui, vous êtes dans le champ des pouvoirs. S'il vous plaît. Allons-y. Vous êtes dans le champ des pouvoirs. Lorsqu'on est dans le champ des pouvoirs, c'est un champ de décision. C'est un champ où juste vous concevez des politiques publiques. Donc vous coulez pratiquement, vous décidez. Ou vous venez pour améliorer la situation. Et non nous faire des propositions. Nous présenter de philosopher encore. Il venait là de citer quelques secteurs. On prend la sécurité. Il dit que ça marche maintenant. C'est ça. Si vous constatez que la sécurité marche, quels sont les éléments contradictoires que vous aviez? C'est ça. La sécurité marche dans ce pays. N'allons pas loin. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Où moi je suis de Kimbanteke. Chez nous, vous avez des postes aujourd'hui au Djana qui violent, puis pendant la journée qui posent des problèmes
énorme aux paisibles citoyens et vous dites ça marche. Vous nous dites ça marche pendant que il y a des espaces dans cette république où il n'existe pas de poste de police. Où? Par exemple. Papa, vous allez à Maïndombe. Moi, je suis arrivé à Maïndombe, dans des villages où on vous dit ici, il n'y a pas, la police n'existe même pas. On ne sent pas l'État. L'État n'existe pas. L'autorité de l'État n'existe pas. L'autorité de l'État pose problème. Vous allez à l'est du pays. Depuis que la recette magique état de siège et l'Ouganda qui vous dit le Parlement bloqué. Mais quel est le bilan réel? Nous allons de prorogation en prorogation. Mais est-ce qu'effectivement, nous suivons tout ce qui se passe à l'Est? Et puis comment réagit la société civile de l'Est? Et la population, bien évidemment. Hein? Qui nous dit que la situation n'évolue pas. La situation n'évolue pas. Sur le plan... Prenons, tout ça c'est toujours les sociales. Sur le plan pratiquement... il parle de salaire de fonctionnaires et agents de l'État. Mais depuis que ce régime est arrivé, il y a une amélioration dans quel secteur? Le fonctionnaire garde encore, bon je dirais, on a même réduit le savoir des fonctionnaires, quoi, les salaires des fonctionnaires, en appliquant pratiquement l'hyper. Depuis que ce régime est venu, vous nous dites vous avez même dépassé les services, les différentes régies financières. Les différentes régies financières ont dépassé même les assignations. Mais dans l'amélioration de nos conditions, pendant les festivités ici, on nous a parlé des poissons que l'on a pratiquement, je dirais, importés en Namibie, mais jusqu'à présent, sur le marché, j'aimerais encore voir notre ami Nico Faye, qui a toujours de produits ou qui fait la comparaison entre le prix, le sépare le régime Kabila et ce que nous avons aujourd'hui. Le bien sur le marché, le prix ont pratiquement triplé. Et vous nous dites qu'il y a amélioration. Il y a amélioration. Aujourd'hui, les taux d'accès, les taux d'accès pratiquement à l'école, oui, vous dites on a amélioré c'est maintenant à 6 millions. Bon, il m'a déjà empêché de parler de la qualité. Parce que la qualité pose déjà problème. Là, c'est un faux fuyant. La qualité, la desserte pratiquement en eau potable, en électricité. Rien que la ville de Kinshasa, parce que des fois les gens pensent que la ville de Kinshasa c'est la République. Or c'est faux. Moi je passais pratiquement ma fête le 25. J'étais juste non loin de Kinshasa. J'étais à Kinshasa, mais dans la commune de Maluku, à 150 km de la Gombe. Mais vous voyez la manière dont vivent les gens là-bas. Mais c'est catastrophique et chaotique. Et vous dites que vous avez amélioré la situation. Allez chercher la maman qui vend. Bon, on a même juste le grand marché a été déjà détruit par ce régime. Ce régime, 2 ans, aujourd'hui, une année après, on ne peut pas reconstruire le grand marché. Et vous dites que la situation, vous avez amélioré la situation. Ça, c'est vivre dans un autre ciel. Beaucoup, professeur Yeni, professeur Yamba, nous sommes déjà à la fin, nous chutons. Mais qu'est-ce que le président doit faire maintenant dans les 2 années qui restent? Pas plus tard qu'avant-hier, les lundis, les présidents commençaient déjà par les lancements des travaux en eau profonde, du port en eau profonde des bananes. Vous pensez que c'est un bon projet à commencer pour les 2 années et qui restent? Et quels sont les autres projets que le président doit se lancer? Merci Gramit pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Mais je voudrais simplement donner un conseil gratuit sans merci au professeur Yeni pour dire que la question qui m'a été posée, c'est celle de donner les différents secteurs. Oui. Mais vous l'aviez fait. Donner les secteurs. Avec brio. Et comme scientifique, vous aurez pu, secteur par secteur, donner des chiffres contraires. Pas philosophie, mais donner des chiffres contraires. C'est ce qui fera différence avec d'autres personnes qui viennent faire des débats de philosophie avec ce que on connaît généralement dans notre pays. Donc, tel n'a pas été le cas. Je voudrais également dire que la situation des fonctionnaires, vous avez pris ça en commençant au hasard, etc. Fonctionnaires, vous savez, professeur Yeni, je travaille comme consultant pendant 20 ans à la Banque mondiale.
sur cette question d'accompagnement des services de l'État. En 2018, avant les élections, vous savez, on avait 800 000 fonctionnaires. Et vous savez ce qui s'est passé avec des velléités électoralistes. La fonction publique a augmenté. On a donné des matricules aux gens comme ça jusqu'à 1 600 000. L'idée, c'était qu'on ne sera pas là, quelqu'un qui vient, et puis voilà, il va souffrir. Mon ami, tout ça, il faut avoir tous ces éléments-là pour comprendre où est-ce que nous en sommes. Et cela est très, très difficile dans une société, vous savez, où on n'a pas de revenus, cher ami. Vous savez que dans la cohérence, c'est pas du progrès d'un pays, il faut partir de l'éducation, il faut atterrir à la technologie, de la technologie à l'industrialisation, l'industrialisation à la production des richesses. Et la production des richesses exige la gouvernance. Aujourd'hui, au Congo, nous avions 169 sociétés agricoles, ça n'existe plus. Nous avions 180 sociétés forestières, ça n'existe plus. Les grandes agglomérations qui étaient dans les territoires sont foutues à la merde. Alors le président de la République arrive, il n'y a pas de production. On est en train même de se battre mordicus pour réaliser ne serait-ce qu'un budget de 6 milliards, de 10 milliards. On fait comment? Le président dit, créons des zones, des zones économiques, ce qu'on appelle des zones spéciales, des zones industrielles, où on met en place une politique d'exonération. On draine les investisseurs étrangers qui viennent et qui investissent chez nous. Simplement parce qu'il y a un problème de paradigme occidental dans ce pays. Ils viennent, tous ces investisseurs ici, ils ramènent les briques, ils transforment chez eux, ils produisent des richesses chez eux, ils créent de l'emploi chez eux, ils ont de l'argent pour nourrir leurs citoyens. Nous n'avons rien. Et tant que ce paradigme hérocentrique à rentabilité externe va exister dans ce pays, on n'aura nulle part à gagner gain de cause. Surtout qu'aujourd'hui, on est à 105 millions de personnes. En 2050, on sera à 220 millions de personnes. Le président dit qu'il faut chercher une solution 50-50. Ça veut dire quoi? Créons des zones économiques. Nous vous demandons de venir investir chez nous. Mais écoutez, faites l'extraction, transformez ici, commercialisez ici, produisez des richesses, créez des emplois pour la jeunesse congolaise. Nous sommes dans cette voie-là. Deuxième chose, le président de la République, il dit, il faut créer des millionnaires chez nous, des milliardaires chez nous. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc avoir un fonds de garantie pour soutenir l'entrepreneuriat. Ces fonds de garantie, les études sont en train d'être faites, les installations sont en train d'être trouvées. Troisième chose, il dit, il y a plus de 65% de la population du Congo se trouve en milieu rural. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas des exploitants agricoles. Nous faisons quoi? Il faut mettre en place ce que lui appelait la banque de développement rural, que je considère comme une banque de crédit agricole. Ça, les études sont en train d'être faites. Il y a même des gens qui ont accepté véritablement de faire partie comme actionnaires, etc. Quatrième chose, le président de la République, et je termine par là, le président de la République dit, nous avons 145 territoires. Et vous savez qu'un seul territoire, comme l'homme mélange, c'est comme le Rwanda. Parce que le Rwanda entre chez nous 100 fois. Alors il dit, alors, transformons pas les territoires. Et quand on transforme les territoires, c'est la démocratisation du développement national. Et au niveau des territoires, on va construire des écoles pour répondre naturellement aux douleurs d'enfantement. On va construire des centres de santé, on va retaper les hôpitaux, on va construire des routes, on va construire des microcentrales. Au niveau des territoires, il n'y a plus d'électricité. On utilise la machine, il n'y a pas d'ordinateur. Il faut construire des maisons, des bâtiments administratifs. Vous étiez à Maïndombe, si vous étiez à Inongo, vous allez voir, il n'y a plus, il n'y a rien. C'est pas que ce qu'ils disent, c'est depuis très longtemps. La maison a été emportée par la pluie. Et nous disons que nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes battus dans ce pays pendant autant d'années. Nous ne pouvons pas partir si nous ne pouvons pas remettre le Congo en marche. Et donc, il faut 1,660 milliard de dollars votés dans la perspective de remettre en question le monde rural. Donc, nous sommes dans un processus. C'est ça la vision. Merci beaucoup, professeur. C'est ça la vision, monsieur. Mais je termine. Vous chutez. Les grands problèmes pour l'opposition, notre opposition est très faible. Oh, comment et par rapport à... Il est là, Mouka. Ils ne disent rien, c'est qu'eux peuvent faire. Oui, on a discuté pendant 60 minutes, ils ne disent rien. Est-ce l'opposition a mission de proposer, professeur? Alors,
Mais l'opposition, pour susciter l'intérêt, doit pouvoir donner ses offres politiques, doit être en mesure de donner des alternatives. Vous avez fait très mal au niveau de la sécurité, voilà comment nous proposons. Vous avez fait très mal au niveau de l'alimentation, voilà comment nous proposons. Il va aller pour une décision court-termiste de pouvoir importer les poissons. Il dit non, voilà, vous voyez. Merci beaucoup, professeur Norbert Yamba. Je vois le professeur Yeni, un très bon débat. La population, en suivant le professeur Norbert Yamba, le peuple s'est dit que le Congo, dans 2 ans, ça sera plus meilleur. Le Congo sera véritable. Un très bon discours du professeur Norbert Yamba. Je pense que... Pas sera meilleur. On aura véritablement boosté le pays et on aura mis en place, n'est-ce pas, un certain nombre de garde-fous qui permettront véritablement de faire avancer la République. Merci beaucoup, professeur Norbert Yamba. Alors, professeur Yeni, dans tout ce que le professeur Norbert Yamba dit, est-ce la République que nous avons les pouvoirs, soit les pouvoirs actuels, disposent de ces moyens pour mettre en place tout ce que le professeur a dit? J'ai vu un candidat président de la République juste en campagne. Là, je aimais. Oui, bien évidemment, en campagne. Mais juste, ça aurait été mieux que c'est que ce que le professeur vient pratiquement de nous étaler ici comme projet soit effectivement réalisé. Mais curieusement, s'il vous plaît, curieusement, on ne voit rien. Le professeur juste m'a dit qu'il a travaillé dans la Banque mondiale. Banque mondiale et FMI, pratiquement un nouveau paradigme, moi je dirais d'exploitation des États en développement que nous sommes. Répéter des théories déjà démodées. S'il vous plaît. Moi-même j'ai fait un livre où je parle de la puissance de la puissance est restaurée. L'Afrique en marche. Je remets en question tous ces instruments de pénétration. S'il vous plaît. Vous me dites ça. Mais qu'est-ce que vous avez dit de proposer comme nouveau paradigme pour essayer un peu d'aider les Congos à quitter ces carcans pratiquement ou d'exploitation? Le paradigme afrocentrique, à rentabilité interne, en mettant en place des instruments de production, d'extraction, de transformation. S'il vous plaît, vous dites que sont pratiquement de paradigme quoi? Et réponse quoi centrique. Mais je vous dis aujourd'hui sur le plan pratique, vous êtes au pouvoir, on ne sent rien. Vous nous présentez un discours magistral, mais sur terrain, pendant que le peuple, ceux qui nous suivent, diront mais ces gens sont où là? Ils vivent où? Parce que inaugurer les ponts en eau profonde, s'il vous plaît, l'usine de production d'eau, on va inaugurer. Vous nous parlez de 100 et 105 millions. Je ne sais pas si on est réellement 105 millions. Je ne sais pas. C'est plus. Au moins, on ne sait pas. Parce que nous sommes dans un espace où on n'a aucune statistique réelle. Nous ne maîtrisons rien. On ne connaît rien ici. Proposer. D'abord, nous sommes... Vous ne connaissez rien de la population. Mais j'ai dit, parce que nous sommes en face d'une incohérence qui ne dit pas son nom. Quand j'ai dit que le programme ou le projet, je ne sais pas moi, de PES, il y a une incohérence totale. Vous venez là juste de suivre les discours du professeur Yamba qui vous dit c'est que lui attend de la gouvernance actuelle. Mais dans la pratique, s'il vous plaît, il dit que c'est des projets annoncés. Sont des projets, ceux qui nous suivent, c'est tonnes. Parce que quand vous dites ça, sur terrain, rien ne fait. Rien ne fait sur terrain. Vous avez vu le président lancer les ports en eau profonde. Lancer les ports en eau du côté de Tchangou, non? D'ici là, il y aura une route qui va mener jusqu'à... On dit d'ici là, il y aura, on a laissé... Ça fait 3 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait 3 ans. Lorsqu'on veut restaurer une économie, on commence d'abord par bien payer. Hein? Vous dites qu'il y a aujourd'hui... Bien payer ceux qui travaillent. Bien payer ceux qui travaillent. Chercher l'argent. Hein? Vous dites que les autres, avant de partir, ont gonflé les effectifs des fonctionnaires. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez proposé de concret? Mais au besoin, ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On a fait le recensement biométrique, on a eu le nombre réel de fonctionnaires, et ces fonctionnaires-là sont articulés comme de nouveaux, ont des matricules et on doit les payer. Et beaucoup sont payés. S'il vous plaît. Parce que nous sommes dans un espace où les réformes posent problème. J'arrive.
J'arrive. On me dit, mon prédécesseur pratiquement a augmenté le nombre de fonctionnaires. Qu'est-ce que je fais? Il faut proposer des réformes sérieuses. Mais nous sommes dans un processus de réforme. Moi qui vous parle. Vous êtes dans un processus de réforme. Je dis que ce régime est dans un processus de réforme. Oui. Laquelle secteur? Dans le secteur de l'administration publique, dans le secteur de la décentralisation, dans le secteur de l'affaire foncière. Dans quel secteur? Merci beaucoup. Là, peut-être, je dirais peut-être vous êtes dans des réformes philosophiques, bien dans le pragmatisme, c'est ce que vous dites là. Déjà, il la lumière. Merci beaucoup, professeur Norbert Yamba. Ça vous fera du bien d'être informé. Au niveau des enseignements supérieurs. Beaucoup d'informations te manquent. Merci beaucoup au professeur Yeni, professeur également à l'UPEN. Je me mettrai à votre disposition. Merci beaucoup, en tout cas. C'est là la beauté des débats pour aider la Mouka, parce que vous ne tablez sur rien. Nous, la Mouka, ne tablons sur rien. Mais hier, vous étiez dans l'opposition. J'étais dans l'opposition hier. Je suis Gramig Légon, relais YouTube Peter Tiani. RDC, abonnez-vous massivement. Que les jeux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et beaucoup de vous inspirer pour toi, également. Je pense que on aura un match retour parce que c'est un bon débat. En tout cas, les étudiants ont écrit, ont appris beaucoup de choses. Moi, particulièrement, j'ai retenu beaucoup de choses. Je suis venu parce que c'était toi et j'ai dit ok, on y va. Là, je dois le dire, le professeur Yamba ne fait plus de débats. En tout cas, il refuse des débats parce que à son niveau également. Mais quand je lui ai dit que non, et c'est le professeur. S'il n'y a pas des ressources, je crois bien les ressources sont là. L'une des ressources est là. Mais curieusement, il y a toujours des importés. Des importés qui priment dans la gestion de l'IDPS. Non, mais c'est pas ton problème. Vous allez finir aujourd'hui que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Merci bien. Merci.